Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Sur l'immense importance de l'éducation, de cette formation de l'homme, pour en faire un être social, un être utile, un citoyen vertueux, en même temps qu'heureux. Montaigne nous a laissé une citation d'une très haute portée. Je cite. « L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Fin de citation. Comme c'est beau, et comme c'est significatif, et comme c'est déterminant, puisque l'enfant à qui on prodigue la science, en même temps que les vertus, sera demain un acteur bienfaisant, au cœur d'une société vertueuse, méritoire, où le sens de la vie, de la liberté, du droit ne seront pas de vains mots. La plus lumineuse des éducations que l'on peut transmettre à son enfant et que nous ne réussissons malheureusement que très rarement sur un plan social est de ne pas l'enfermer dans le prêt à penser, mais à lui donner des ailes pour le préparer à voler très haut, au-dessus des basses contingences et des grouillements anthropophages. L'enfant n'est pas un roseau que nous pouvons faire pousser dans un serpentin alambiqué pour lui en donner la forme, mais c'est le citoyen de demain que nous devons cultiver dans un terreau généreux, l'arroser de bonté, lui permettre de croître dans la lumière et de tendre vers les étoiles. C'est lui faire aimer la liberté, la dignité, l'amour de son prochain et l'indulgence pour quiconque n'a pas les mêmes ancrages que lui-même. Et il en est de même des sociétés humaines. Ce n'est pas leur vouloir du bien que de chercher à les enserrer dans des carcans, de les sevrer de liberté, de leur inoculer la haine de l'autre et même celle de soi-même. Et c'est bien parce que les poètes savent si fort éprouver la soif de liberté et le besoin irrépressible d'amour qu'ils chantent l'une et l'autre plus que tout autre sentiment. Et c'est bien parce que les peuples sont épris de justice et de générosité et de solidarité et de vivre ensemble qu'ils ressentent en eux cette sourde aspiration à la révolte quand ils sont pris dans les serres griffus des despotes. Et c'est aussi ce besoin irrépressible de dignité qui fait prendre aux hommes les chemins amers de l'exil, non pas seulement pour tenter de satisfaire à ces besoins de consommation qui leur ont été inoculés et dont ils sont privés, mais surtout pour pouvoir enfin marcher parmi les hommes, la tête haute, ne pas devoir se traîner aux pieds des tyrans et de l'engeance des tyrans. Et c'est tout cela, tout ce manque de ce dont nous avons été sevrés depuis notre plus tendre enfance, qui nous a happés et rassemblés dans la rue, tous ensemble, pour crier d'une seule voix, forte et apaisée, parfois intransigeante, mais tellement emplie d'espoir, pour crier non seulement notre rêve éveillé, mais surtout notre absolue détermination à arracher notre droit à la dignité, à une société plus humaine, plus juste, qui ne soit plus soumise aux plus vils, aux plus frustes, à ces gloutons voraces, à ces grossiers soudards qui ne savent pas l'importance dans la vie de ce qui aurait pu être nos plus belles valeurs,
après tant de souffrances, subies par tant et tant de générations qui nous ont précédés, tant et tant de luttes et souvent tant et tant d'humiliations, de monstruosité, d'inhumanité. C'est en cela que, contrairement à ce que les agents de la subversion tentent d'inséminer dans les esprits, le Hirak n'est pas une quelconque manipulation d'un quelconque ennemi tapi dans l'ombre et qui chercherait à faire du mal à ce pays. Oh non. Sait-on seulement poser la question de savoir qui pourrait faire autant de mal à ce malheureux pays plus que ce qui nous a été infligé par ces gens qui nous ont volé le pouvoir, qui nous ont volé notre pays? Qui pourrait dévaster ce malheureux pays plus que ne l'ont dévasté ceux qui se sont imposés à notre peuple par la violence et le mensonge? Qui au monde pourrait mettre bas tout ce qui était debout dans ce pays, plus que ne l'ont perpétré ceux-là qui refusent de nous restituer notre souveraineté sur notre propre destin? Qui aurait pu créer aussi laborieusement une école aussi mortifère, aussi rétrograde, aussi castratrice? Qui aurait pu nous ruiner, piller nos richesses, compromettre aussi gravement l'avenir même de nos enfants, plus que ne l'ont fait ceux-là même qui refusent de nous rendre ce pays qui nous ont volé? Qui a instrumenté et manipulé une violence aussi inouïe que toutes celles que nous avons subies depuis 1962 et qui ont provoqué toutes ces indicibles tragédies qui épouvanteraient le monde entier s'il pouvait en connaître seulement les morbides détails? Qui a institué l'enlèvement, la séquestration, le viol, la torture, l'exécution sommaire en règle systématique de terreur? Qui pourrait extirper de notre être collectif, avec autant de redoutable efficacité, toutes ces antiques valeurs qui nous habitaient, qui habitaient nos aïeux depuis des temps immémoriaux? Qui aurait pu nous corrompre jusqu'à notre âme collective, plus que ne l'a fait la mafiocratie qui a fait main basse sur nos vies, qui a éradiqué notre morale et toutes nos éthiques? Qui? Je vous le demande. Notre Hirak, cette vibrante aspiration à donner toutes les chances du bonheur à nos enfants, à purifier l'air que nous respirons, à nous débarrasser de la vermine qui nous infeste, à recouvrer la dignité humaine dont nous avons été si longtemps et si cruellement privés. Cette légitime espérance est née spontanément, n'en déplaise aux sceptiques et aux menteurs, spontanément et simultanément dans le cœur de millions d'hommes et de femmes, de la même façon que nous viennent tout naturellement, désormais, les rêves d'une vie meilleure, de la même façon qu'une longue errance dans un désert torride fait naître en nous la soif d'une eau pure et fraîche. Le Hirak est le plus saint, le plus juste, le plus beau et le plus noble sursaut de dignité que notre peuple ait pu éprouver. Il n'est ni télécommandé, ni instrumentalisé, ni manipulé, même si les forces qui tentent de le récupérer et de l'orienter sont une réalité, et parmi eux, le régime lui-même, qui y injecte ses agents, ses nervis, qui use de ses médias pour le dévoyer, pour le faire dégénérer, pour le conduire vers une impasse et l'y enfermer. Et s'il jubile aujourd'hui
s'ils exultent et s'ils fanfaronnent, s'ils entonnent l'un après l'autre et leurs médias aussi, et leurs porte-parole aussi, les condoléances qu'ils nous présentent en ricanant pour ce qu'ils disent être le décès de ce Hirak qui continue pourtant de porter tous nos espoirs. C'est parce qu'ils croient vraiment qu'il est à l'agonie, que les rats que nous sommes pour eux sont rentrés dans leurs trous respectifs, que nous sommes revenus à ces attitudes égocentriques dans lesquelles ils croient nous avoir définitivement renfermés. Ils ne savent pas, comme a dit le poète, que le Hirak est une graine et qu'en l'enterrant, ils vont la faire pousser dans le cœur de la nation naissante, celle qui va donner le jour à la première république algérienne, celle du fleuve détourné en 1962 et qui va retrouver son cours naturel, celui qui nous emportera vers un demain lumineux, pour une Algérie heureuse, généreuse et juste, pour tous ses enfants, sans aucune autre forme de discrimination, où l'armée sera au service du peuple et sous le commandement de ses représentants légitimes. ترجع الايام الزينه لينا غدوه نهار جديد علينا ترجع الايام الزينه لينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا وشوارع تملى بالناس وناس فرحانه بالناس وشوارع تملى بالناس وتقول لي راني لاباس وعلى صحتك نسقسيك وتقول لي راني لاباس. Algérie, la caravane, les chiens et le train. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'espère que vous aurez compris que par le train, nous entendons bien sûr le train du Hirak, celui qui, un certain 22 février, avait sifflé le départ et annoncé qu'il ne s'arrêterait qu'en gare d'arrivée, la gare de la liberté. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Saïd Aknin, militant politique. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Je crois qu'il faut corriger le prénom de Saïd, ça s'écrit S-Saïd et pas Saïd. Idir Ounouren, analyste politique, Idir, merci d'être là. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci. Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed, merci d'être là. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, mes chers amis, donc voilà que on nous annonce que les élections se sont très bien passées. Monsieur Tebboune est même en train de recevoir des félicitations d'un peu partout pour la tenue de ces élections qui ont exprimé la volonté du peuple. On oublie de nous dire que 80% à peu près n'ont pas voté, en prenant en compte leurs chiffres, hein, avec tout le bourrage, avec tout le... Et on nous annonce aussi, donc, pour être en accord avec la Constitution, leur Constitution, celle qu'ils ont fait passer malgré un autre boycott massif, ils sont obligés de faire démissionner le gouvernement pour le remplacer par un autre et pour nommer soit un Premier ministre, soit un chef du gouvernement. Nous allons en parler. Tout cela se passe donc dans un après-fraude électorale très, très massive, dans un imbroglio électoral absolument incroyable,
dans un brouillard où personne ne sait ce qui s'est réellement passé, ni même les chiffres. Et ceci de l'aveu même des chefs de partis participationnistes, ceux qui sont du côté du régime. Et nous allons donc parler de tout ça. Nous allons commencer par parler de la différence qu'il y a entre chefs du gouvernement et Premier ministre selon leur nouvelle constitution. Alors, qui se lance? Déivir par respect. Le chef de gouvernement, c'est une chose, le Premier ministre, c'en est une autre. Mais dans notre appellation en Algérie, ça ne veut pas dire grand-chose, étant donné que le pouvoir présidentiel est un pouvoir pratiquement de droit divin, d'autant que cette constitution, au lieu de diminuer les pouvoirs du président de la République, les a augmentés, quand vous savez que même le CNES est sous sa responsabilité, le Conseil de la jeunesse aussi, l'Académie Amazir aussi, le Haut Conseil à la langue arabe aussi, et des tas de comités que j'appellerai moi, au-delà du CNES, pour qui j'ai beaucoup de respect, surtout du temps de M. Mantouri, où il y avait la crème des technocrates algériens qui sévissaient, entre guillemets, et qui apportaient leur intelligence, leur know-how, leur savoir-faire. Et comme disent les vrais constitutionnalistes, une bonne constitution, c'est une constitution qui vraiment limite les pouvoirs du président de la République, tout en lui laissant toute la latitude de présider. C'est ça l'essentiel. J'ai l'impression que vous avez omis le tiers présidentiel du Sénat. Oui, non, entre autres prérogatives. Le tiers présidentiel du Sénat a eu son importance aux yeux de ceux qui l'ont élaboré. Et puis, j'ai jamais vu un Sénat qui pouvait bloquer des lois émanant de l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas comme ça. À plus forte raison que le tiers est constitué... C'est un tiers bloquant. De droit divin, voilà, de droit seigneurial. Le droit seigneurial. Ouais. Il peut même nommer son chauffeur. Oui, qui il veut. J'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs, par ailleurs. Hein. Ouais. Donc, voilà. Mais nous, ça ne veut absolument rien dire. Je pense qu'il faudra... discuter plus de l'éventuel remplacement ou du maintien de M. Djarad à la tête, à la chefferie du gouvernement. Sur quelle coalition nous allons parler, maintien ou... Sur quelle coalition il va s'articuler. Quand vous voyez qu'il y a les indépendants qui se sont réunis, ont fait une déclaration, alors que des gens qui ne se connaissent même pas et qui déclament on est pour le programme du président, ils ne savent même pas, je leur demande de me donner deux propositions, des 54 propositions de M. Tebboune, ils ne sauront pas. C'est tout ça, c'est kafkaïen. Ça répond peut-être à une espèce d'ordre républicain qu'il veut instaurer, mais quand cette élection est rejetée par la majorité des Algériens, pour moi, je vous dis la vérité, et le scrutin du 12 et le scrutin du 1er novembre, où là, moi, j'ai été personnellement choqué, je l'ai dit, ici, associer la sacralité du 1er novembre à l'élection de la Constitution, pour moi, ça m'a choqué, parce que j'estime que pour moi, le 1er novembre est un acte, c'est un mythe fondateur partagé par tout le monde. Islamistes, démocrates, berbéristes, par tout le monde. C'est ça, et associer ça à l'œuvre de M. Tebboune, excusez-moi. D'ailleurs, certains ont parlé de souillure. Bon, moi, j'ai dit une souillure à l'époque. Oui. Alors, je voulais juste préciser que le Premier ministre, selon leur constitution, c'est soi-disant quelqu'un qui est désigné sur la majorité présidentielle. Ça veut dire s'il y a au sein des élus une majorité qui se déclare alliance présidentielle ou qui relève, qui s'inféode dans le programme, alors si c'est le cas, c'est un Premier ministre. Mais si, par exemple, il y aurait un bloc qui ne se reconnaît pas dans le président ou dans son programme et qui soit majoritaire, là, il nommerait le chef du gouvernement plutôt que le Premier ministre. Mais l'un dans l'autre, c'est strictement la même chose. Et l'un dans l'autre, quels que soient les élus, ils sont tous de la même boîte. Ils sont tous, crèmerie, ils ont tous fait allégeance au système, puisque la vraie opposition a refusé de se porter candidat. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste pour terminer, c'est quelle que soit l'appellation, quelles que soient les personnalités, les groupes parlementaires qui se constitueraient, moi je trouve ça scandaleux, je veux dire, sur un suffrage exprimé qui est de l'ordre de 17-18%,
et aller sur un programme, soutenir le président, ça paraît évident. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est dans la nature même de ce pouvoir. C'est dans la nature même. 17-18%, c'est 23% l'officiel. Non, mais dans la réalité, c'est moins que 17. Là. Dans la réalité des votes, c'est moins de 10%. Je dis 17 en comptant, je vais vous dire uniquement les corps constitués, c'est à peu près 1,6 million, 1,7 million. Voilà. Les clientèles de l'intérieur, la Ghalb Alayhoum, c'est encore tribal, très archaïque, pas très politisé. Le mythe de la révolution, le mythe des Shuhada, au Thawra et compagnie, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'ont peut-être pas, si vous voulez, je dirais la pertinence de comprendre les véritables enjeux. Et ils achètent des clientèles, comme vous savez. Je vais vous dire, par exemple, du côté de Batna, c'est votre région. Oui. À l'époque même, quand c'était... Alors faites attention à ce que vous allez dire. Non, je n'ayez crainte, j'ai beaucoup d'amis chaoui dans les enfants de Boulaïd. Ce que je voulais dire, quand le Hajj Lakhdar disait quelque chose, c'était... Ben, vous voyez, c'est ce type de comportements qui sont à l'origine des hauts plateaux. Ou Habat, comme vous dites, c'est toutes ces questions-là. On n'a pas encore un pays homogène, malgré que la jeunesse, c'est dans les grandes villes, j'ai jamais vu autant de jeunes faire de la politique, essayer de comprendre. Déjà, j'aurais terminé. Excusez-moi d'avoir été long. Saïd Mohamed, sur le même sujet, avant de commencer à nous poser des questions. Mais je dirais que entrer en matière. Cette différence de terminologie n'a aucun sens en Algérie. C'est juste, ils ont essayé de copier un petit peu la constitution de la Ve République en France, où on pouvait avoir une période de cohabitation entre un président de gauche avec un parlement qui change de couleur, qui est de droite ou le contraire. Donc inversement, on a vécu ça en France. Donc ils ont essayé de copier ça pour montrer qu'on s'inscrit dans une démarche démocratique. Alors quand on voit concrètement le Parlement algérien et on voit l'organisation de ces élections, on se rend compte que c'est du cinéma. C'est comme le film très connu en Algérie, Carnaval fi Dachara. Donc les Algériens, pour eux, c'est ça. Donc quand on voit les indépendants, majoritairement, c'est qui? C'est des FLN et RND, et majoritairement FLN. Donc quand on voit ces indépendants qui se déclarent tout de suite soutiennent et pro-président, le président, et quand on voit que le FLN, le RND n'a pas soutenu la candidature de Tebboune, ils étaient beaucoup plus pour la candidature de Mihoubi, quand on voit tout son jeu, on comprend que la base n'est pas une base politique, n'est pas une base de projet, ni de confrontation d'idées, ni de différence entre des projets de société, c'est une allégeance à une mafiocratie qui est installée depuis longtemps. Mais vous oubliez les islamistes, hein, parce que c'est aujourd'hui la véritable majorité au sein du Parlement, c'est FLN-RND, MSP. La même alliance présidentielle qu'avec Bouteflika. C'est la même, strictement la même. Oui, justement, on veut rentrer dans les détails des chiffres. Nettement, quand ils ont... D'ailleurs, Makri vise le perchoir. Makri qui sait qu'il ne sera pas... Déjà. Hein? Il s'est déclaré. Il s'est déclaré. Comme il sait qu'il n'aura pas le poste de Premier ministre, pour des raisons et d'autres dont nous pourrions parler, il est en train de prétendre avoir le perchoir, président du Parlement. Je vais dire un mot par rapport à Makri. Makri, dans ce cas de figure, il est tout le temps, et c'est le jeu préféré du système, c'est de scinder les mouvements en deux, créer la concurrence à l'intérieur. Makri, il est en opposition à Al-Bina. Le frère et ennemi de MSP, qui est sorti du même parti qui lui aussi un islamiste maison. Qui sortent de la même matrice. Ils sortent de la même matrice. Bien sûr. Le Sultani, bien sûr. Le chef, le président de l'APN actuellement, qui est Slimane Chenil, de la même vient du Bina. Donc, on sait très bien qu'il a été choisi par rapport à la position de Makri du même MSP, par rapport aux élections et tout ce que ça a suivi. Donc, ils ont montré une certaine résistance à la feuille de route du régime. Tout de suite, les teneurs du pouvoir, ils ont dit, on va choisir un concurrent à vous. Et même, on a vu, même pire que ça, ce que peut faire ce système, un vice-président de Makri a été appelé par Tebboune pour occuper le poste de ministre
ministre du Travail, alors que c'est inacceptable, alors qu'il n'a même pas consulté, ça fait une crise à l'intérieur du parti, et puis après ça a été voilà, bâclé. Donc c'est ça les appareils, ce n'est pas des partis politiques, c'est des appareils qui gravitent autour de ce système. Donc pour moi, cette différence entre Premier ministre et chef du gouvernement n'a aucun sens, absolument, parce qu'il n'y a pas une vraie alternance, une vraie différence, ni même un vrai de sens. projet. Aucun sens politique. Ni même de sens politique. Voilà, c'est juste de la formulation, du vocable. Il n'y a pas de tradition. Tout simplement, il faut résumer ça comme ça, voilà, tout simplement. Saïd. Je salue les téléspectateurs ainsi aux honorables invités. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci Saïd. Merci à toi d'être avec nous. Au-delà de tout ce qu'ils essayeront de faire, au-delà de toutes les polémiques nauséabondes, le peuple algérien est sorti et il est en train d'écrire l'histoire. Il y a certains, ils nous amusent avec des histoires. Le peuple algérien est en train d'écrire son histoire, celle du parachèvement de l'indépendance confisquée. Dans les régimes démocratiques, il y a 3 types. Il y a le régime parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel. Aussi, le Premier ministre est généralement le chef du gouvernement dans les régimes au pouvoir des 2 chambres, c'est-à-dire bicéphale. Il n'y a aucune explication, aucune définition, aucun concept initié à la situation du système et du régime algérien. C'est un système Pardon, vous avez dit hybride. Bicéphale, moi j'aurais dit bicaméral. C'est ça, c'est ce qu'il voulait bicaméral, dire. bicaméral, d'accord. bicaméral, Bicaméral. bicaméral. D'accord. Mais tout le monde aura compris. Oui, bien bicaméral. sûr. Oui, oui. Bicaméral. Est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre une situation qui est très simple, mais dans l'absurdistan, j'emprunte l'expression à mon ami Abbès, l'absurdistan tebbounien, qui, au-delà du fait, de par son indigence politique, de par son sous-développement intellectuel, le peuple algérien a fait 3 grèves, 3 rejets fondamentaux, du moins depuis le 22 février à aujourd'hui, de ce que eux appellent arbitrairement, mais d'une façon de copier sur la France, la Nouvelle-Algérie. Les premiers qui ont utilisé la Nouvelle-Algérie, ce sont les Français en 1956. Et d'ailleurs, y compris... Ah bon, vous nous l'apprenez? Mais bien sûr, la formule... bien sûr, la Nouvelle-Algérie est... En 1956 1956. D'accord. 1956, c'est la France qui a utilisé la Nouvelle-Algérie, y compris leur constitution, elle est d'inspiration de la Ve République française, y compris les instructions, ils les reçoivent de la France, y compris celles qui ne veulent pas aujourd'hui que le peuple algérien accède à l'autodétermination, c'est la France officielle. Mais ça, c'est un secret de polichinelle. Et dans cette zerda, ce n'est même pas élection, c'est une zerda. Le peuple algérien, طلق هذا النظام بثلاث. طلق برلمانه طلق رئيسه طلق دستوره. Pardon de vous interrompre. Inspiré de la Constitution de la Ve République. Bien sûr. La Constitution de la Ve République française, 58, c'est une Constitution digne de ce nom, qui a donné naissance à une république et à une vraie république. Or, la Constitution de ce régime, ce n'est rien du tout, c'est une coquille vide, qui n'est pas respectée, y compris par ses propres concepteurs. Ça veut dire que là s'arrête la comparaison. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi si on rentre dans le détail. Mais ce qu'on sait dans notre pays, d'ailleurs, j'allais aller quand j'avais dit le peuple algérien a divorcé 3 fois avec ce système, avec sa constitution, avec l'ombre de l'ombre, même pas de l'ombre, le vide du néant dans le royaume de l'inexistant. Dans le royaume de l'inexistant. Donc, et puis, ce n'est même pas un parlement. Quand on voit le FLN, ils avaient leur candidat, c'était Mihoubi. Le RND, le candidat, c'était Mihoubi. Le Hamas, ils ont
rejeté les élections. Et puis les trois, ils nous disent que voici, ils soutiennent les programmes de Bouteflika. Est-ce que ce n'est pas de l'absurde? Est-ce que ce n'est pas de la schizophrénie? Est-ce que ce n'est pas de la pathologie? Elle est où la norme? C'est clair. Alors, juste une rectification oui, sur ce oui. qu'a dit et M. Ben Aïssa et M. Aknin. Oui. C'est que Mihoubi n'a jamais été le candidat du FLN. Il a été le candidat d'une tranche de l'armée. Oui. Ça c'est un. Et puis les appareils nous sont Wassini là qui est en prison en ce moment. Oui, ça c'était un truc de... Oui, ça c'est clair, je ne peux pas revenir là-dessus. C'est justement une petite précision, c'est que les partis politiques n'ont aucune emprise sur la désignation du candidat. Ça s'est passé au niveau de l'état-major et c'est Gaïd Salah lui-même qui a imposé Tebboune. Ah oui, c'est tout. Oui, c'est lui-même. Ça a toujours été comme ça. Oui, on est d'accord. Bouteflika a été ramené par Toufiq Nzar et compagnie. Tout à fait. Ainsi de suite, c'est une culture Non, dans c'est ce pour dire système. que Ça les n'a jamais appareils changé. sont hors jeu. Mais ça, c'est des évidences. Pas par Nzar, hein. On aurait pu mal te comprendre. Pas par c'est ça. Nzar. Toufiq, et Nzar, d'autres généraux, Arbi Belkhair. Ils sont tous là. Nzar était opposé à Bouteflika à ce moment-là. Il l'avait traité de, je ne sais pas quoi, de Burnous. De Canasson. Canasson, de Bouteflika, Oui, mais Boumediene. Alors, M. Gerrad a présenté sa démission à M. Tebboune. M. Tebboune, lequel l'a accepté, mais lui demandant de continuer à rester... comment on appelle le siège du gouvernement Palais du gouvernement. Au palais du gouvernement. Palais du gouvernement. Palais du gouvernement, pour liquider les affaires courantes. Hein. Et donc, il est possible, néanmoins, qu'il soit reconduit. Beaucoup de gens pensent que c'est possible. Hein. Rien ne dit qu'il ne le sera pas. Il est possible qu'il soit reconduit, comme il est possible qu'on choisisse quelqu'un d'autre, peut-être Boukadoum. Nous allons essayer de faire un peu de spéculation sur ça. Mais moi, je suis tenté de vous poser une question très claire, très simple, et je suis certain que vos réponses vont nous éclairer sur des choses très importantes. Supposons que nous allons choisir le meilleur Premier ministre du monde. On va inventer des critères pour essayer de trouver le meilleur ministre du monde. On va le trouver, c'est peut-être un Japonais, c'est peut-être un Américain. Bon, il arrive, il a tous les étalons, tous les critères de la compétence, de l'efficacité, de la vision, et on le nomme Premier ministre. Et moi, je vais être encore plus généreux. On lui laisse le droit de ramener tout son gouvernement parmi les meilleurs ministres du monde, les meilleurs ministres possibles dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'un tel gouvernement pourrait changer quelque chose dans ce système algérien, dans ce régime algérien? Vous pouvez vous lancer les uns et les autres. Mais j'aimerais des réponses qui soient aussi claires que la question. Votre question est pleine d'ironie. On va faire un peu Non, c'est une vraie question. Vaudeville. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Non, on ne peut pas, parce que les gens qui parlent de régime, j'accepte le mot régime. J'ai toujours parlé de problématiques de système. Avec ce système sans démocratie, il est impossible d'avancer. Il faut de la légitimité partout. Que ça aille de la mairie en passant par... Il faut de la légitimité partout. Moi, je ne pense pas qu'on puisse résoudre les gros problèmes du pays. Il faut seulement de la légitimité ou il faut autre chose? Non, il faut de la légitimité, il faut de la compétence, il faut beaucoup de choses. Ce qui risque de guetter maintenant ce gouvernement, c'est qu'ils n'ont plus de stock, de réserve, de technocrates, de jeunes, pour essayer d'accomplir. Je vous l'ai dit il y a plusieurs mois. Leur stock s'est tari. Le stock existe, mais aucun d'eux ne pourra prendre la responsabilité et cautionner un régime que tout le monde honnie, pour rester poli. C'est impossible, donc ils n'ont plus de stock. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire, j'aimerais surtout aborder le côté un peu politique, c'est de dire que l'opposition, maintenant, elle a un rôle historique aujourd'hui dans la séquence que l'on vit. Le Hirak étant un peu marginalisé, un peu réprimé, pour ne pas dire beaucoup réprimé, profiter, comme dirait mon ami Ibrahim, de cette discontinuité pour essayer de construire quelque chose. Et je souhaiterais que les partis politiques qui restent conséquents avec eux-mêmes, M. Benchenouf, qui n'ont pas participé aux élections, qui ont refusé de voir le président de la République, qui n'ont pas répondu à son invitation, qui ont appelé les Algériens, leurs militants, leurs électeurs à ne pas aller aux élections, fassent un front commun. Ce front commun, il y a 5-6 points, M. Benchenouf,
Il n'y a pas autre chose. Le Hirak étant là comme une force d'appoint, comme une force réelle, comme l'idée, comme la matrice, exiger la démission du gouvernement. Du gouvernement? Pardon, de la présidence de la République. Exiger la démission, parce qu'il faut qu'on rentre dans le politique. On ne peut plus rester vers ces slogans qui arrivent, qui sont très beaux, qui représentent l'émanation de ce que veulent les Algériens. Mais en politique, il faut se fixer à la fois des objectifs qu'on peut tenir. Démission. Appeler à la démission. D'ailleurs, en termes clairs, si on était dans le vrai pays et qu'on avait des hommes d'État, après un échec, 3 échecs, a dit Saïd il y a 5 minutes, comme je dis souvent, la dignité et l'honneur lui commandaient de démissionner. C'est pas possible. Il démissionne, c'est pas possible, puisqu'il y a un rejet massif du peuple. Or, qu'il est censé représenter. Ça, c'est la démission. Trouver aussi, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses infrapolitiques qu'on ne peut pas dire là, pour des raisons évidentes. Suspension de la Constitution. Déclaration d'une petite constitution, supprimer absolument l'article 30 concernant l'armée dans tous ses alinéas, surtout l'alinéa 4, parce qu'il faut le rappeler, les gens ne prennent pas la mesure. L'alinéa 4 qui dit que l'armée surveille les intérêts vitaux et stratégiques du pays, c'est l'eau, c'est tout. C'est les médicaments, c'est une disposition bateau. C'est les pétroles, on peut mettre c'est les barrages, c'est tout. Donc, ce qu'on savait avant cette constitution, c'est que l'armée était de facto, de fait, patronne du pays. Mais ça, c'est le proto-État. Mais justement, est-ce que les mesures que vous préconisez ne sont pas plutôt cosmétiques quand vous exigez la démission d'un président et que vous laissez sur place le véritable patron, qui est la junte militaire? Non, monsieur Benchelouf, ouais. Parce qu'à un moment donné, si on se trouve dans l'alternative et dans la possibilité de... Ça, c'est des revendications politiques. Les rapports de force qui vont amener aux négociations, c'est un autre débat. C'est l'opposition qui doit construire son alternative, discuter. On sait très bien que la façade civile, c'est qui? Oui. Le commandement militaire. J'en ai même parlé à... c'est pas la façade civile, c'est pas la façade civile, c'est le cœur du problème, du pouvoir. C'est le cœur nodal, l'armée. Le cœur nodal. Mais la façade, c'est plutôt Tebboune. C'est ce que je disais. Ou alors je me suis mal exprimé. Oui. C'est l'armée. C'est ce que je disais. Non, l'armée étant le cœur nodal du problème, voilà. Du pouvoir. Ça paraît évident. Ce que je veux dire, au-delà de la... Parce que l'armée, avant, comme je dis souvent, elle avait une reconnaissance de facto. M. Benaïssa savait que c'était l'armée. M. Saïd Akli savait, on n'apprend rien. Mais par cet alinéa 4, il est de jure, c'est par le droit. Donc tout ce que fait l'armée aujourd'hui est légal. Ah oui. Comprenez-le. Oui, donc, sur la demi-douzaine de points où l'opposition peut se réunir, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses. Moi, je trouve que c'est la seule manière de ramener, d'abord de redonner du sens à l'opposition, du sens aux politiques, avec le Hirak, bien entendu. Hein, je ne mets pas de côté le Hirak. Et de trouver les voies et moyens à poser le problème politique par l'opposition, par le Hirak, ceux qui s'estiment être de l'opposition, et le Hirak. Parce que sans ça, on ne pourra pas avancer. Il faut qu'il y ait des forces coalisées. Alors, Benaïssa, d'abord, est-ce que vous pourriez répondre à ma question? On a ramené le meilleur Premier ministre du monde, avec des ministres... Dirais, oui, non, mais bien sûr qu'il y a des conditions. Ce n'est pas d'emblée, en fait. On ne change pas comme ça une situation d'un pays, un régime aussi vieux, juste en opérant un changement aussi superficiel. Mais quelles sont les conditions? Je dirais, si un engagement au sein du cœur nodal du problème algérien, de l'armée, de laisser cette équipe faire le travail, ah ben oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais s'il n'y a pas d'accord... si l'armée reste le seul maître à bord... comme d'habitude, aucun changement ne peut être espéré en Algérie. Aucun. Je dis aucun. Regardons actuellement, quand on a laissé une personne formée, compétente, travailler, prenons l'exemple tout bête, hein, tout simple, de l'équipe d'Algérie, quand on a arrêté d'intervenir sur le travail d'un coach qui n'accepte pas la corruption, on a vu que l'équipe d'Algérie arrive plus ou moins à honorer ce peuple-là. Donc quand on arrête d'intervenir, qu'on arrête cette mentalité patriarcale, infantilisant du peuple et de tous les responsables, on pourra apporter quelque chose. Mais actuellement, rien n'est possible.
Et surtout, ce qu'il a dit Massidir, par rapport à ça, c'est impossible. Il faut... Et la proposition d'y dire qu'il... Ah oui, j'adhère complètement, bien sûr. Le Hirak, c'est le background des politiques. C'est faisable que l'opposition qui n'a pas participé, qui a appelé au boycott et qui a continué à hirakiser, si je peux dire, pourrait représenter une synergie, une force de proposition. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Ce qu'on demande, nous, de ce plateau tout le temps, ce qu'on dit tout le temps dans nos rassemblements, juste on sent qu'il y a une certaine prudence, peur, et aussi les méfaits du pouvoir. Le pouvoir a tout fait pour diviser, a empêché toute tentative de rencontre, de convergence, en criminalisant une partie des Algériens, en modifiant récemment la loi pénale par rapport au terrorisme. Donc on parle, nous, tous les jours avec les militants. On peur actuellement, les militants, de parler avec tel ou tel, parce que voilà, ils risquent la prison tout de suite. Donc les ponts qui existaient entre toutes les composantes de la scène politique algérienne ont été détruits encore une fois par ce système. Ils ont compliqué toute convergence entre les islamistes ou je ne sais pas qui, Rachad, et entre le RCD, entre le FFS et entre je ne sais pas qui, toutes les familles politiques actuellement, ils se regardent un petit peu en genre de méfiance. C'est compliqué, il faut le dire que c'est compliqué. C'est compliqué, ce sera dur, ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est l'une des pistes, ce n'est pas la panacée. Mais c'est une des pistes, voilà. Je ne sais pas ce que pensent les camarades. Ça aide d'abord à ma question. On ramène le meilleur Premier ministre du monde. Si on ramène Grendizer avec l'intelligence d'Einstein, il ne va absolument rien faire dans un système hybride. Pourquoi? Parce que la première, moi j'ai toujours dit, avant de définir le pouvoir, définissons le contre-pouvoir. Parce que la première des limites pour le pouvoir, c'est le contre-pouvoir. La deuxième des choses, c'est la transparence, la culture de la transparence. Si le peuple algérien ne sait pas ce qui se passe, on ne pourra absolument pas arriver à la culture, ce qu'on appelle la culture de rendre des comptes. Le comptability en anglais, c'est rendre des comptes. Et puis, à la fin, la légitimité. La légitimité, pourquoi? Parce que quand aujourd'hui, je lis tous les rapports de ce système depuis 1963, rien que tout à l'heure, j'étais en train de lire un rapport de ce système sur l'eau en 1990. Et ils ont projeté qu'à l'horizon 2025, l'Algérie allait être importatrice d'eau potable. Ça ne veut pas dire qu'ils ignorent les problématiques, mais il y a une volonté de ce système de casser l'Algérie. Et par conséquence, on va ramener les meilleurs, on va les mettre dans ce système. D'abord, on ne va pas les laisser travailler. Deuxième des choses, il n'y a pas de méritocratie, mais la voyoucratie, mais ainsi de suite. La troisième des choses, celui qui est intronisé par les généraux. À qui il va rendre des comptes? Pour qui il va travailler? Et qui va lui donner des instructions? Ce sont les généraux. Mais par contre, si c'est le peuple, travailler pour le peuple, être au service du peuple, d'ailleurs la terminologie, elle a changé. Il n'y a plus d'opposition. Dans le contexte de rafle en Algérie, il y a de la résistance. Parce que l'opposition suppose avoir une certaine liberté, avoir une certaine possibilité de dynamisme politique sans pour autant être contraint par ce système. Aujourd'hui, nous devons parler de résistance. J'espère avoir répondu à la première question. Non, attends, Saïd, vous avez parlé de... Mais Tebboune est en train de dire le contraire, ce que vous dites. Tebboune est en train de dire l'armée est neutre, elle ne s'occupe pas de politique, et moi, j'ai été élu par la majorité du peuple algérien. Et ceux qui n'ont pas voté le 12 décembre, c'est une minorité. Et l'enregistrement existe. Dans le royaume de l'absurdistan tebbounien, il est responsable de ce qu'il dit. Et si ce n'était pas... Le point, il a dit au point, hein, ça existe. J'ai lu ce qu'il a dit, mais je ne prête pas attention à tout ce qu'il dit.
il est là, il parle pour lui-même, il ne parle pas pour moi. Moi, les seuls aujourd'hui qui me parlent, ce sont les Algériennes et les Algériens qui n'ont pas d'eau potable. Ce sont les Algériennes et les Algériens qui n'ont pas de liquidité. Ce sont les Algériennes et les Algériens qui n'ont pas d'électricité. Ce sont les Algériennes et les Algériens qui sont en prison parce qu'ils se sont exprimés sur une opinion. Ce qui me parle aujourd'hui, ce sont les chiffres aussi. Quand je vois que l'Algérie est classée 174e sur 182 dans l'indice du bien vivre. Quand je vois que la liberté de la presse en Algérie est classée 126e sur 132e. Et quand je vois que l'Algérie est dernière dans tous les classements, sauf première dans les arrestations, Alors, ce qui m'importe aujourd'hui, ce sont les familles qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, et cette misère dont a conduit ce système sciemment, ils construisent l'échec de l'Algérie. Et pire encore, tout à l'heure, je vais développer ce qu'ils sont en train de faire parce que tous les régimes à travers le monde, et plus grave encore ce régime, et j'y reviendrai tout à l'heure sur cette histoire, avant de définir les pouvoirs, on définit les contre-pouvoirs. Avant de définir avec qui je vais travailler, on doit établir une charte éthique. Les anciens députés, les anciens sénateurs, les anciens ministres, ceux qui vivent avec les retraites de députés, mon ami, sont-ils de l'opposition, de la résistance? Nous allons parler, Saïd. Non, excusez-moi, oui. Moi, je ne suis pas directeur de casting. Hein. Ouais. Moi, je donne des pistes politiques. Hein. Mais je donne une autre piste. Oui, mais le fait de dire les anciens députés, etc., ça n'est pas sorti de ma bouche. C'est pour cette raison c'est que votre je parle opinion. de la charte Donc, je éthique. préfère dire... c'est pour ça que je parle de la charte On y reviendra, Saïd. Nous avons vécu des expériences. Vous avez soulevé un concept très intéressant, celui de la légitimité. Alors, M. Chorfi a une question que lui pose une journaliste sur manque de confiance des Algériens par rapport au régime, qui s'est donc traduite par un boycott massif. Lui, il répond, non, attention, ne confondez pas manque de confiance ou absence de confiance avec légitimité. Un mot qui est devenu un mot bateau. Pourquoi, d'après lui, légitimité? Parce que la Constitution ne prévoit pas de seuil minima pour la validation des élections. Ça veut dire l'invalidation des élections. Ça veut dire avec 1% de participation, le vote passe. Nous allons l'écouter et nous allons essayer d'examiner un peu, de discuter un peu de ce qu'il nous dit, ce monsieur. 19 مليون امتنعوا عن التصويت، وحسب المحللين يقول لك أن الممتنعون هم الذين ساهموا وسمحوا لبعض التشكيلات السياسية بالفوز بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل. إلى أي مدى يؤثر الامتناع على التركيبة البرلمانية القادمة للبرلمان القادم لإضفاء الشرعية على هذا البرلمان؟ السيد شرفي، المشكل اللي قائم بين الجزائريين هو عدم الثقة، لأننا ما فيش ثقة لحد الآن بين الحاكم والمحكوم، والأرقام المسجلة تدل على هذا لا ننكره. وما زاد الطين بلة هو الخطاب السياسي للتشكيلات السياسية خلال الحملة الانتخابية، اللي هو تاع عدم الثقة زادت كبرت رغم الضمانات اللي قدمتها السلطة، رغم الضمانات اللي قدمتها السلطات، لا زالت هناك عدم ثقة. ما هو الحل لاسترجاع الثقة والذهاب نحو الجزائر الجديدة؟ يا سيدتي شكرا لك، يعني بكل صراحة أرجعتني إلى موضوع كنت طرقت إليه في صحيفة النصر غادة أكتوبر 88. صحيفة النصر ليوم 9 فبراير 89 طرقت إلى مسألة بناء دولة الحق والقانون، وذكرت بأن الوفاق الوطني هو الأساس الصلب لبناء دولة، ومن شروطها 7 ذكرت الثقة بين الحاكم والمحكوم كشرط أساسي لبناء دولة الحق، وذكرت أسباب فقدان الثقة، وذكرت الأساليب لبناء هذه الثقة. الشرط الأول لبناء هذه الثقة حقيقة ذكرتي، يعني على قد ما تكون يعني نسبة المشاركة، على قد ما تكون رصيد
نقولوا رصيد الثقة مش رصيد الشرعية. أرجوك نفرقوا بين الثقة والشرعية. رصيد الثقة حقيقة قد ما يكبر تكون. Voilà, donc ce monsieur qui est chargé donc de surveiller les élections, leur honnêteté, leur propreté, qui a couvert lui-même une fraude massive, qu'il a tenté de camoufler, de masquer, au point où lors de la conférence de presse, il n'a pas pu donner le chiffre de la participation. Il l'a laissé dire et calculé par un journaliste du parterre, et puis quand on le lui a reproché, il a dit « Oui, mais le journaliste l'a donné ». Vous imaginez ce monsieur. Alors, ce qu'il ne dit pas, c'est que le corps électoral est d'environ 25 millions. Plus exactement, 24 453 992. En arrondissant, 25 millions à peu près. Le nombre des votants est de 5 628 000. En arrondissant, il est de 5 millions, sur 25 millions. Mais il y a eu 1 111 000 bulletins nuls. Ça veut dire qu'en réalité, le nombre de votants, avec le bourrage, avec la fraude, avec le vote des militaires multiplié par 2, par 3, avec le vote des morts, des personnes décédées, la réalité du chiffre est de 4,5 millions de votes. 4,5 millions qui ont élu ce Parlement. Et je voudrais, pour l'exemple, la wilaya de Bjaya, par exemple, qui a moins de 1%, elle boycotte de plus de 99%, qui ont 9 députés. Vous imaginez? Et le nombre de votants, qui est d'à peu près 5 000, en fait, c'est quoi? C'est les soldats de la wilaya, dans les 2 casernes. À peu près, c'est... Et les corps constitués, comme vous avez dit tout à l'heure, Idir. Ce sont les corps constitués et les militaires qui ont voté 2 fois... Les 3 quarts du scrutin. Qui ont élu les députés de la wilaya de Bjaya, pour l'exemple. Alors, les indépendants, dont vous savez l'histoire, une campagne électorale financée pour pouvoir créer une sorte de nouveau parti du président Tebboune. Le FLN qui est en tête avec 98 sièges, ça c'est les chiffres définitifs. Hein. Les indépendants, 84 sièges, plus que le MSP et le RND qui ont respectivement MSP 65 sièges, RND 58 sièges. Le Front Al-Mustaqbal de M. Belaid, c'est ça? Ouais, qui a 58 sièges. Ça veut dire déjà avec ceux-là... 48, monsieur. 58. Non, c'est le RND. 48. Ah, RND, ah oui, pardon, 48. Alors, donc tout le reste, c'est Zaïd Naqs, hein, c'est bon. Voilà, et on nous parle de l'expression d'une véritable expression populaire, volonté populaire. Même M. Zarwal, l'ex-président, a félicité M. Tebboune pour cela, et pas seulement, hein, des félicitations, nous dit-on, à l'international aussi. Et voilà, ils ont leur parlement, comme ils ont un parlement non élu, comme ils ont eu leur constitution non élue, non plébiscitée, comme ils ont eu leur président boycotté massivement, les 3 votes présidentiels, référendum sur la Constitution et Parlement sont les chiffres les plus bas depuis l'indépendance du pays. C'est 3 échecs patents. 3 échecs patents de l'Algérie nouvelle. Taux officiel de participation 12 décembre, oui. 39,83. Le 1er novembre, 23,14. Et le mois de juin, là, c'est 23,08. Et depuis le 12 décembre jusqu'au parlementaire, ils ont perdu plus de 6 millions. Voilà, c'est dire. De voix. En comptant avec la fraude hein, et bien le bourrage. Sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Façon de dire, si maintenant ils ont essayé de vendre la nouvelle Algérie, le peuple algérien ne l'avait pas senti et par conséquent, il a fait la grève des urnes. Oui. C'est la grève des urnes. Et c'est le hirak des urnes aussi. Bien sûr, c'est le hirak des urnes. Et le hirak est appelé à évoluer, à se construire. C'est une Nous allons écouter Saïd, M. Chorfi. Regardez bien ce monsieur qui passe son temps à parler du dépôt sacré Tachouhada et du bon Dieu qui a eu honte de dire le véritable chiffre. Et je rappelle, Saïd, c'est très important.
qui n'ont pas donné, ils ne veulent pas donner, c'est devenu un secret d'État, le nombre d'élus par wilaya et le nombre d'électeurs par wilaya. Pour faire, pour essayer le nombre de votants aussi. Ouais. le nombre de votants Surtout. sur le nombre d'élus. Par exemple, Bijaya, 5000, 9 députés. Et plus grave encore, Oui. ils refusent de donner les listes qui n'ont pas eu le seuil de 5% par wilaya. Voilà, ce qui aggrave C'est encore plus plus. grave. Et nous allons écouter M. Chorfi qui a eu honte c'est très bien déjà qu'il puisse avoir honte, ce monsieur, qui nous a donné, qui a refusé de donner le chiffre de participation et qui a dû le faire dire par quelqu'un d'autre avant de le reconnaître. Écoutez-le. تكلمتم عن جميع الأرقام وكشفتم عن جميع الإحصائيات إلا نسبة المشاركة في تشريعيات 2021 حبذا لو تطلعنا عن نسبة المشاركة في انتخابات الثاني 10 جوان. كان سي حجي عطاك النسبة، زميلك سي حجي عطاك النسبة كي طرح السؤال الأول تاعو قال لك ها واش كان هاي النسبة اليوم؟ أو سي حجي عطيتنا النسبة قبيل، إيه عطاها لنا أمام الملا وأنا نأيدها نأيد واش قال سي حجي، أو قالها سي حجي ما سمعتوش 23 فاصل قولها سي حجي نوض سي حجي قولها الله يبارك فيك 2303 فوالا سي بون سا فو كونفيان. وانا صرحت بها هنا امام التلفازه الوطنيه، قلت هكذا وعطيت عطيتكم مقاربه اخرى، قلت لكم كاينه لا مويان دو بارتيسيباسيون، قلت لكم كاين معدل المشاركه الوطنيه اللي هو يساوي 30.3. فهمتوا دوك علاه يقولوا بلاد ميكي؟ compris pourquoi ils disent Bled Mickey. Ah, Bled Mickey. En fait, il s'inscrit totalement avec Tebboune. Vous vous rappelez, le jour même des élections, la télévision nationale a interviewé Tebboune sur le taux de participation qui était déjà catastrophique, que tout le monde voyait que les bureaux de vote étaient vides. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Tebboune? Le taux de participation ne m'intéresse pas. Oui. Donc ça reprend un petit peu ce qu'a dit Chorfi et un petit peu l'état général de ce système. Ce système s'en fiche complètement de la participation du peuple. Donc il voulait faire ça juste pour montrer à l'extérieur, voilà, formel qu'on a fait des élections. Donc le système algérien a fait des élections sans le peuple et qui s'approche un petit peu de ce qu'on a vu au même moment, là actuellement, il y a quelques jours, de la Syrie. La Syrie qui a fait des élections où Bachar a gagné à 95% et avec un corps électoral, Djamel, qui a évolué alors qu'il y a des millions de Syriens qui sont à l'extérieur. Et d'autres millions qui sont morts. 18 millions de Syriens. Donc, 18 millions, je pense. Qui sont à l'extérieur alors que le corps électoral qui a voté pour Bachar est le même. Donc l'Algérie s'inscrit dans ce contexte-là, mais juste qu'ils oublient une chose qui est assez importante, qu'on est en démocratie. Et en démocratie représentative. Donc quand on dit démocratie représentative, c'est que c'est le peuple qui choisit. Donc quand il y a une participation... On n'est pas en démocratie. Non mais légalement, genre juridiquement, pas légalement, juridiquement même on pas, s'inscrit... Même pas, c'est juste de la forme. C'est des on parle textes, de la forme. Mais on ne peut pas dire... mais ils oublient que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Oui, mais je veux dire, Mohamed quand Salah, j'entends pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi... Eux, ils inspirent à une démocratie. Ils ont noté, formellement, on est dans une démocratie. Il faut le dire comme il a dit lui. Comme il a dit lui, voilà. L'essentiel, vous m'avez compris. Alors que, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que veut dire un taux d'abstention aussi important? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple n'adhère pas, que ça veut dire que le peuple rejette. Si on est soi-disant démocratique, s'il y a un rejet aussi massif, ils n'ont qu'à appliquer, ils n'ont qu'à imiter son chef ou son idole, général de Gaulle, qui a démissionné suite à voilà, suite au on a dit non à son référendum, il est parti. Voilà, il est parti, évidemment. C'est pour ça que je dis l'honneur et la dignité lui commandent de partir. Donc juste ça. Et moi, je m'interroge aussi à une question qui peut aussi nous interroger tous ici. D'ailleurs, pardon, puisqu'on parle du général de Gaulle, il y a un ami qui vient de m'écrire en me disant qu'effectivement, c'était le général de Gaulle en 1958 qui avait lancé le slogan « L'Algérie nouvelle ». Ah, eh ben, donc, voilà. Comme quoi. Mais moi, la question aussi qui m'intrigue, je me dis pourquoi le régime et le système et la caste qui est derrière a choisi cette voie, ce casting, de oser montrer, exposer ces chiffres-là. Oui. Aussi bas.
Ben, c'est la question qu'on doit se poser, nous, pour le futur. Parce qu'ils pouvaient gonfler comme d'habitude. Ils pouvaient jouer un petit peu. Parce qu'il y a peut-être un clan à l'intérieur qui les a empêchés de trop gonfler pour les mettre mal à l'aise. Il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures. Mais ça nous intéresse énormément pour comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire. Aussi, c'est un message envoyé pour drainer un petit peu la population, drainer d'autres hommes politiques, leur dire que oui, cette fois-ci, on s'oriente vers une nouvelle Algérie, on ne va plus frauder, on ne va plus bourrer les urnes. Donc voilà un petit peu la lecture. Et nous allons écouter un chef de parti qui avait appelé les gens à voter, qui a mis un zèle extraordinaire à convaincre les Algériens d'aller aux urnes, qui nous avait même assuré que ces élections seraient propres et honnêtes, et qui aujourd'hui est en train de dire tout à fait le contraire, parce qu'il n'a pas eu un seul siège. Aussi, je crois. Il en a eu un. Alors nous allons écouter ce monsieur. ولكن للأسف أقوله يعني بكل صراحة لم تكن السلطة موافقة في العمل تاعها موفقة في العمل تاعها عدم التحكم في المسار الانتخابي خلاها نوعا ما غائبة عن ما جرى يوم الاقتراع. أنا طلبت من السلطة الوطنية باش تعطينا الأرقام النهائية باش نعرفوا يعني ما مدى تأثير الأحزاب بعدد الأصوات على المستوى الوطني. وهي للأسف هذه الأرقام غير ممكن أن نتحصل عليها. وهذا شيء يعني يخلينا نطرح علامة استفهام. Pour la route, avant de revenir à la discussion, nous allons écouter aussi monsieur le fiston de Bogotaya, celui qui nous parlait de la caravane et des chiens, non pas qui aboient, mais qui hurlent. Il a confondu entre les chiens et les loups. Le club Tembah ma ta'ouish, qui m'égoulou. Nous allons l'écouter, puis nous allons revenir sur le plateau. والله نحن لا نرد على الحملات لأننا أكبر وأعلى من هذا. يجب أن نرفع المستوى أخي كريم. نحن هنا كلنا نملك حياة شخصية. On a tous un jardin noir quelque part. C'est juste que لازم على الناس هذوما يعرفوا باللي يفرقوا بين الحياة الشخصية والحياة السياسية والحياة المهنية. نحن لا نرد، القافلة تسير والكلاب تعوي. والله نحن جد مسرورون وفخورون بهذا الفوز والاستحقاق وهذا النصر العظيم الذي كان بفضل الله أولا وثم بفضل الشعب الجزائري الذي منحنا ثقته وأجاب على كل الذين كانوا يقولون أن حزب جبهة التحرير الوطني سوف يدخل إلى المتحف وطالبوا وتهجموا من الداخل والخارج. ها هو جبهة التحرير اليوم بفضل الله وبفضل الشعب وبفضل التنسيق والتنظيم من طرف السلطة المستقلة لهذه الانتخابات التي مرت بسلاسة. نقف أمامكم من اليوم ونحن متحصلون على أغلبية برلمانية منحنا إياها الله عز وجل والشعب. حبس اما شعلوا فيا الجماعه هنا كي سعيد كي يديروا محمد يصور il m'accuse de les torturer avec ces scènes. C'est bien le but d'ailleurs. Hein, alors, c'est incroyable. Moi, pourquoi je voulais montrer ce monsieur? C'est pour vous montrer l'état de déliquescence de ce système. Il en est arrivé où? À quel point? Il faut reconnaître une chose. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que Boumediene a mené ce pays. C'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est lui qui nous a mis sur les rails de la déchéance. Mais de son temps, ce n'était pas comme ça. Il y avait un semblant de normalité, comment dire, d'austérité, de dignité. Mais là, c'est le marigot, c'est le guelta, c'est zégo, c'est quoi ça? Pourquoi nous en sommes arrivés là? J'aimerais bien que vous essayiez de nous expliquer comment nous en sommes arrivés à ce niveau, qu'un niveau. Pourquoi? Comment? Aider? Vous savez, il faut rappeler ça à des nous payons tous là, sans être conscients, les manipulations à la fois historiques, les manipulations violentes. Nous héritons d'une culture du mouvement national. Elle n'est pas sortie ex nihilo de nulle part. Elle a un cheminement, elle a sa raison d'être. Il serait peut-être le premier coup de force, ça a été le CNRA du Caire.
de 57. C'est juste qui remettait en cause, bon, les gens peuvent être d'accord ou pas, la fameuse résolution de la Soumam et la réforme de la Soumam, c'est là où Aben a été mis en minorité, etc. Mais il faut que les gens lisent l'histoire. Pourquoi? En 62, on a eu l'état-major qui a fait un coup d'État contre le GPRA, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça que c'est lu. Oui. Ensuite, il y a eu 62, 63, le groupe de Tizi, le groupe de Tlemcen. Toutes nos ruptures se sont faites de manière violente. Il faut dire aussi, je le dis de manière apaisée, je ne suis pas quelqu'un qui... Je veux qu'on fasse l'histoire et qu'on la lise et qu'on la donne à nos enfants. Un pouvoir qui érige l'assassinat politique, l'élimination physique au motif du règlement politique, c'est inadmissible. Et puis si on fait des extensions comme ça, il est plus légitime que moi à parler des arrestations du Hirak et M. Ben Aïssa aussi. C'est une culture, M. Benchenouf. Il nous faut une révolution. Rappelez-vous, il y a 2 ans avant le Hirak, où on parlait comment changer de paradigme, comment redonner de la démocratie, la transition. Comme je dis, il nous faut une demi-génération. Mais une révolution de quelle sorte? Éthique, culturelle? Elle doit être éthique, elle doit être culturelle, elle doit être surtout politique. C'est surtout politique. Parce que nous sommes infestés, nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Notre perception même est complètement polluée. Il y a une élite en devenir, elle est sur le plateau, elle est sur vos plateaux, elle est en Algérie, elle est en prison, qui peuvent comprendre et qui peuvent situer les enjeux et qui peuvent dire... moi, honnêtement, j'aurais eu l'âge de Saïd et de M. Ben Aïssa. Moi, il y aurait des valeurs sur lesquelles je mettrais une ligne rouge. C'est les valeurs de la citoyenneté, que la nation se construise autour de la liberté, de la responsabilité, de l'intérêt général. Ensuite, ces jeunes-là, ils vont construire le pays, comme je vous l'ai dit la dernière fois, M. Benchenouf. Les gens du CRUA qui ont amené la rupture, vous avez 25, 26 ans, 27 ans. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la véritable rupture, elle ne doit plus se faire par dépassement. Je ne suis pas d'accord avec Saïd, je ne suis pas d'accord avec Ben Aïssa, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle doit se faire par rupture. Mais cette rupture-là, elle doit être consciente, pensée, élaborée, théorisée, chercher des alliances. Mais ça c'est un gros débat, on ne peut pas l'évacuer en 5 minutes et c'est dommage. Oui, mais Mohamed Ben Aïssa, ce que suggère Idir fait froid au dos. Ça veut dire que nous sommes acculés, nous sommes dans une situation, nous sommes dans les écuries d'Ogias. Ça veut dire qu'il faut vraiment nettoyer les écuries. C'est trop, parce que ces gens-là, finalement, ils sont devenus l'alpha et l'oméga du système. Ils sont partout, ils ont tous les postes clés. Et ils sont tous comme ça. Ils sont tous médiocres, ils sont tous menteurs, ils sont tous voleurs, ils sont tous bricoleurs, ils sont tous incompétents. Alors, comment faire pour que cette jeunesse dont nous parle Idir puisse nettoyer les écuries d'Ogias, puisse prendre l'initiative plutôt que de la laisser à ces gens qui appellent à voter et qui, une fois non élus, accusent le système de les avoir zappés? C'est la vraie question. Ouais. Il n'y a que le Hirak qui peut faire ça. Il n'y a que l'esprit du Hirak qui pouvait faire ça. Et justement, quand on voit la réaction, tout ce qu'ils ont fait pour casser ce Hirak, cette voyoucratie qui est installée un petit peu là-haut, elle a vu le danger arriver, elle a vu qu'il y a une vraie volonté de nettoyer. Et la preuve, tous les slogans du Hirak étaient quoi? Le départ de tous. Ce n'est pas de chef de l'État, ce n'est pas d'un Premier ministre, ce n'est pas d'un wali. C'était quoi les slogans du Hirak? C'était Doula, Shab Mtrabbi ou Doula Msoubja. Donc, un truc plus grave ou Doula ou l'aide haram. Donc, pour arriver que le peuple dit ça d'une manière civilisée, avec beaucoup d'humour, c'est que je pense que, un petit peu nuancé de ce que je dis à Idir, on n'est pas tous au même niveau. Je pense que le peuple, n'oublions pas, qui vit en retrait par rapport à cette caste, la majorité du peuple ne profite pas du système. Il y a quoi? Il y a un millier, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont les grands patrons des entreprises. Il y a quand même des alliés naturels du régime. Tout à fait. En cercle concentrique, il y en a qui profitent beaucoup, qui en profitent un peu moins. Il y en a qui profitent un petit peu. Il y en a qui n'ont pas le choix. Sinon, ils seraient tombés. Il y en a qui n'ont pas le choix aussi. Sans ça, ils n'auraient pas duré, Mohamed. Pourquoi? Parce qu'il y a inévitablement la clé de répartition et la clé de ruissellement. Ouais. Il faut dire aussi, qu'on se le dise en face, c'est qu'on a beaucoup de nos concitoyens sont à la fois
corrompus et corrupteurs. Donc imaginez tout le travail qui Ils sont doit dans être un fait. système. C'est le système. C'est ça, voilà. Mais Mohamed, vous avez parlé de l'autre versant. Mais en restant dans le système, dans le régime, il y a au sein du régime des gens, les mêmes choulat al-haram. Il y a des gens, marbien, honnêtes, qui ne volent pas le peuple, qui ne profitent pas de leurs fonctions, qui sont contre ce système. Pourquoi sont-ils aussi passifs? Pourquoi continuent-ils de servir, non pas la nation, mais ces gens qui sont devenus leurs maîtres, en fait, et qui dévastent sous leurs yeux, et eux, ils en connaissent tous les secrets, leur propre patrie et l'avenir de leurs enfants? Parce que Pourquoi ils ne réagissent pas? Tout simplement, c'est Djemal, parce qu'on n'est pas dans un État, ni dans autre chose qui leur permette de bouger, de pouvoir, de s'exprimer. On est dans une voyoucratie. Qui ne connaît pas un médecin, qui ne connaît pas un haut responsable dans une wilaya, dans une daïra, qui ne connaît pas dans la famille autour de lui un commandant, je ne sais. Où ils sont ces gens-là? Un commissaire de police? Allez chercher le taux de suicide chez la police actuellement. Oui. Vous allez vous étonner. Moi, j'ai de la famille, j'ai des connaissances. Il y en a qui se suicident avec leur propre. Il y en a qui sont dans des dépressions, dans des arrêts maladie continus. Il y en a qui ont lâché tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, qui peut bouger? Chez les magistrats aussi. Voilà. Donc, dans tous les corps de métier dans ce système-là, il y a des bons. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le nihilisme, dans ce rejet total. Il y a des bons, il faut aller les chercher. C'est ce que suggérait la question de M. Metchenou. Voilà. Donc je pense que ces gens-là, il ne faut pas les jeter avec tout le système. Il faut bien sûr condamner l'idéologie de ce système, condamner ces méthodes, mais il ne faut pas mettre tout le monde au même plan. Tout le monde est d'accord. Et pour moi et pour tous les Algériens, il n'y a que le Hirak qui peut sauver cette Algérie. Saïd, comment faire? Comment faire devant une telle infestation de notre société, pas seulement du système? Ils ont infesté toute la société. C'est une mentalité prégnante qui a pris possession de tout le corps social. Djamaldine, Oui. avant le 22 février, si tu te rappelles très bien, j'avais assisté à des plateaux où on faisait le procès du peuple. On disait que le peuple algérien est un peuple arriéré, et j'avais écouté tout à l'heure quelqu'un qui disait du peuple que disait des choses pas bien. Aujourd'hui, je continue à dire, ce n'est pas parce qu'on conditionne, on crée les conditions. Je donne un exemple factuel. On crée des conditions qu'en allant faire son acte de naissance à une mairie, il faut passer par des chemins dérobés. Le premier à incriminer ici, ce n'est pas le peuple, parce que le peuple algérien, il a un fond bon. Le peuple algérien est un grand peuple, le peuple algérien est un peuple humain. Le peuple algérien, nous l'avons vu le 22 février. Et ces images que nous avons vues pendant 2 ans, plus, elles existent encore parce que c'est le fond du peuple qui a parlé. Il y a une chose, le système a utilisé tous les moyens les plus sophistiqués, la dissonance cognitive, il a utilisé la règle des 4D, il a utilisé tous les moyens pour clochardiser la société. Si aujourd'hui il y a un Algérien qui est debout, qui fait les choses correctement, c'est un miracle. Alors qu'aujourd'hui, c'est des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne sont ni dans la haine, ni dans la rancœur, qui ne sont ni infestés, ni par les maux de ce système, bien que ce système, il est illégitime, il a voulu créer la pandémie d'illégitimité, il est voyou, il a voulu créer la pandémie de la voyoucratie, il est en déconfiture, il veut contaminer la société par la déconfiture. Tout à l'heure, ce système, il veut une chose. Ça, c'est des symboles de الرداء السياسية. نحن في الرداء السياسية. والرداء لها أهلها. الفواحش السياسية. Nous sommes dans les obscénités politiques. Pourquoi? Parce que ce système, il l'a construit par quoi? L'intoxication du débat politique, l'intoxication du débat historique, l'intoxication du débat économique, l'intoxication du débat culturel, l'intoxication du débat culturel. Et
À côté de cela, ce système pratique du terrorisme économique, du terrorisme politique, du terrorisme culturel, du terrorisme cultuel. Tous les terrorismes sont associés dans ce système. Vous savez, sans la dissolution de la police politique, sans le démantèlement de la junte militaire, il n'y aura pas de solution en Algérie. Sans les deux préalables, colonne vertébrale, pour qu'on puisse aller vers une résistance du peuple algérien. Et le peuple algérien, il est en train de la construire. Il y a une constante chez ce système. Vous me donnez 3 minutes, 2 minutes, parce que c'est très grave. Il y a une constante chez ce système. Chaque fois qu'il est en crise, il provoque la violence. Je vais vous donner certains exemples. Et le cœur nodal, le réacteur de ce système, c'est la police politique. Le MALG qui s'était transformé, qui avait l'ASM, le service militaire, et puis par la suite l'ASM. La sécurité militaire. La sécurité militaire. D'abord le service militaire, ensuite la sécurité militaire. Quand c'était au MALG, qui était attaché au MALG, c'était le service militaire. Ensuite, la sécurité militaire. Ensuite, le DRS. Ensuite, les autres appellations. La DGPS. Et actuellement, c'est la DCSA. Et à chaque fois, il y a des problèmes à l'intérieur. C'est que cette colonne vertébrale, elle insémine dans la société la haine. Elle insémine les divisions. C'est pour cette raison que nous disons que la solution de demain, elle sera autour de 2 choses. L'humanisme, qui est une valeur profonde dans le peuple algérien. Le vivre ensemble et la convivialité. Ces jours-ci, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous les systèmes, et je vais vous donner des exemples. En 1962, juste après l'indépendance confisquée, il y avait le 63, c'est ce qu'ils ont qualifié du terrorisme. Et puis par la suite, en 79, il y avait Cap Sigli. Et puis par la suite, on a vu 88, ils ont la décennie noire avec laquelle ils ont profité pendant 30 ans. C'est ce qu'ils sont en train aujourd'hui de construire. Ils veulent pousser à la création d'un terrorisme. Et le seul terroriste, c'est pour cette raison qu'ils ont utilisé ce vocabulaire. Et regardez, je vais faire une petite comparaison avec la France. Oh, la France 1968, il y avait eu 68 et puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Brigades Rouges et il y avait eu tous les systèmes quand ils veulent céder des pans entiers de la souveraineté nationale. Les Brigades Rouges, c'était plutôt l'Italie, non? C'était l'Italie. Oui. Non, il y avait les Brigades Rouges aussi en France. Tous les systèmes hybrides, quand ils veulent brimer le peuple, quand ils veulent faire des lois antisociales, quand ils veulent vendre le pays, ils inventent un terrorisme. Et aujourd'hui, ils veulent le faire, et c'est pour cette raison qu'ils sont en train d'agiter en Kabylie les militants du MAC, les militants Chbib, il doit être libéré. Tous les militants, sans aucune distinction, doivent être libérés. Et de là, je lance un appel à tous les Algériens. Ne répondez pas à la violence. Il n'y a pas de terrorisme en Kabylie. Il n'y a pas d'armes en Kabylie. Il n'y a pas de mort en Kabylie. S'il y a quoi que ce soit en Kabylie ou en Algérie, c'est ce système. C'est le DRS, c'est le DCSA, c'est Toufir, c'est Chingriha, c'est Tboun, et ce n'est pas le peuple algérien. Parce qu'il ne nous reste plus de temps et il faut que nous abordions le problème de demain qui est très important. C'est vendredi 123, mais vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, j'allais rebondir sur ce que disait Saïd, mais ce sera pour une autre fois. Il faudrait avoir autant d'énergie. Hein. Tout de suite, là. Il faudrait avoir autant d'énergie. Hein. Non, il en a. Il va m'en donner. Il n'y a pas de souci. Non, je voudrais savoir, juste pour vous interrompre de manière très sérieuse, j'ai une vidéo que j'ai apportée pour vous et qu'on doit tous voir tout de suite. Monsieur Benchenouf. Salam alaikum. Azoul, bonsoir. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. يوم الشعب ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري يوم الشعب ليبري ليبري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الألجيري ليبري
Joyeux anniversaire. C'est incroyable. Joyeux anniversaire, Jamel. كل عام وانت بخير. Merci. جمال. برافو جمال. يا جمال والله نحبك ونعزك يا جمال. Ben pour une surprise, je ne sais pas quoi dire, franchement. Qui t'aider toi, l'AFSA? Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, il fallait mettre 70 bougies. Non, moi je pense qu'il en manque 5. Ben écoutez, franchement... Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis ému. Samhouni, wallah, je ne m'attendais pas, très franchement, pour une surprise. C'est une surprise. Et j'ai l'impression que je sais qui est à l'origine de la surprise. Je l'imagine. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Seb'in Sena. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Vous tous ici, mes amis. Je suis très heureux de travailler avec vous, comme je suis très heureux de recevoir des invités comme ceux que j'ai reçus aujourd'hui, qui sont des amis. Et je suis très, très heureux. أنا فرحان بزاف اللي ندخل في دياركم خاوتي خواتاتي اللي تشوفوا فينا بالأخص على بالي بروحي باللي أنا اللي ما دخلتش البلاد دوبي 18 18 سنة كل نهار راني مش في دار واحدة كل نهار راني في ملايين تاع خوتي وخواتاتي في الجزائر ونشكركم على الاعتبار وعلى لي ميساج اللي وصلتوا لي وجو نسي با كوا دير سامحوني مون شوكي مون بري بار سوربريز. ميرسي بوكو ان توكا بقاو على خير ما تنساوش حاجه يسلمك خويا لطفي سلميه سلميه خاوه وغدوه حراك 123 فوندردي 123 نتمنى من قلبي انه غدوه يكون جمعه تاع من جديد ان شاء الله يعاود يصفر الخيطار ويعاود يمشي في الطريق نتاعو حتى يلحق المحطه تاع الحريه. بقاو على خير.